Bienvenue à tous donc pour cette semaine de l'histoire consacrée à l'histoire de la nature. Donc ce sera la session 2021 avec, nous avons le plaisir d'avoir Frédéric Worms, directeur adjoint de l'ENS, qui va nous dire un petit mot d'ouverture, ainsi que Julie Joly, directrice du CFJ. Je leur laisse céder tout de suite la parole. D'accord. Vous voulez commencer ? Bien, merci Stéphane, merci à vous toutes et à vous tous, merci à celles et ceux qui ont organisé cette magnifique semaine, et merci à Julie Joly et aux partenariats avec le CFJ. On s'était déjà rencontrés dans le même cadre, je crois que c'était sur l'enquête, dans mon souvenir, c'était il y a 2 ans, c'est tous les 2 ans, et au moins c'est un événement qui... Bon, pour qui la pandémie n'a pas existé, finalement, on dirait, il y a une trace, mais comme c'est tous les 2 ans, là, il y a une petite parenthèse. Vous avez été avant et on vous reprenait pendant, mais dans une phase de pendant un petit peu allégée. Non, sérieusement, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue en hybride, au nom de toute l'école, de Marc Mézard, que je viens de croiser et qui m'a dit comment il était impressionné par le programme, comme nous tous, par un magnifique programme de la semaine, vraiment au cœur des questions contemporaines, évidemment, au carrefour de toutes les questions sur la nature. Je vais peut-être en redire un petit mot, et de l'histoire telle qu'elle doit, comme toutes les disciplines, un petit peu se recomposer, se recentrer sur des problèmes communs qui font bouger toutes les disciplines. Je pense que s'il n'y a pas une semaine de la philosophie, elle serait peut-être sur la philosophie, entre parenthèses, de la nature. S'il y avait une semaine des arts, peut-être qu'il serait sur les arts et la nature. Enfin voilà, il y a une question manifestement commune autour desquelles tout le monde se recompose. Et vous avez construit un programme vraiment magnifique. Merci au département, à Valérie qui a pris le relais d'Hélène, à vous tous et tous qui avez organisé cela, et vraiment d'une façon que je trouve très, très impressionnante. Alors il y a 1 ou 2 petits événements ou une sorte de contexte dans l'école normale dont je voudrais dire un petit mot, qui me paraît très important justement, dans lequel cette semaine prend une place déterminante, en dehors du contexte de la pandémie, du fait d'être pour une fois réunis quand même assez nombreux en présence dans cette salle Jaurès, qui aurait beaucoup aimé d'ailleurs Jaurès, ce thème. Moi, je suis moins spécialiste de Jaurès que certains historiens ici, d'ailleurs présents pour certains sûrement. Mais enfin, on peut être sûr que Jaurès aurait beaucoup aimé une semaine de l'école normale sur l'histoire de la nature, et sur l'histoire dans la nature, parce qu'il avait écrit sa thèse, comme vous le savez, sur la réalité du monde sensible. Et finalement, le socialisme, l'histoire sociale, l'histoire politique s'inscrivait pour lui dans une histoire cosmique au sens très très large, contrairement à ce qu'on pense très souvent. Donc je pense qu'en réalité, mais c'est vrai que je voudrais dire un tout petit mot par déformation disciplinaire du problème philosophique que recouvre votre titre, mais d'être dans cette salle Jaurès aujourd'hui n'est pas tout à fait indifférent. Et peut-être que le point, c'est justement comment replacer l'histoire dans la nature sans renoncer à l'histoire. Sans renoncer à l'histoire dans sa différence avec... disons, dans une pluridimensionnalité qui fait droit à une histoire peut-être naturelle, mais pas au même sens que toutes les autres, qui est l'histoire humaine en tant que telle. Et c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui au carrefour entre nature et histoire. Et je pense que relire De la réalité du monde sensible de Jean Jaurès serait un des moyens de comprendre une façon dont s'articule l'histoire cosmique et l'histoire politique, sachant que pour Jaurès, l'histoire cosmique elle-même s'oriente vers la liberté, s'oriente vers l'émancipation, et donc finalement replacer l'histoire dans la nature, ça n'est pas renoncer à ce qui a très longtemps arraché l'histoire humaine à la nature depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la liberté. Et donc, c'est un des problèmes majeurs que recouvre cette question des rapports entre nature et histoire aujourd'hui. Et c'est vrai que je voulais tout de suite le mettre sous le signe de Jean Jaurès, et je n'ai pas pu m'en empêcher dès maintenant. Mais par contre, avant de redire un mot du sujet, je voulais vous dire un mot du contexte dans lequel cet événement a une place très, très importante. Un élément de contexte immédiat. Vous avez mis une partie de votre programme sous le signe d'un de nos collègues qui a été professeur invité ici il y a 2 ans, justement, qui avait été accueilli au département d'histoire,
On a eu la confirmation ce matin dans une séance du conseil d'administration restreint qu'il allait recevoir un doctorat honoris causa de l'école. C'est Dipesh Chakrabarty, qui est professeur d'histoire à l'université de Chicago, qui a été professeur invité ici, qu'on a proposé collectivement comme doctorat honoris causa pour l'école et qui, évidemment, vous l'avez mis, vous l'avez cité à plusieurs reprises, je crois, dans l'argumentaire de votre semaine, qui travaille sur une histoire de la Terre, une histoire planétaire, au fond, là aussi, d'une façon très contemporaine et très reconnue mondialement. Et je suis très heureux de pouvoir vous l'annoncer. On en parlera ensemble, plus officiellement. Mais c'est vraiment... ce sera un moment à coup sûr très, très important. Il publie un livre très important, son histoire de la Terre. Là aussi, c'est un autre élément que je glisse au passage. Vous avez dit nature. Je sais qu'il y a plusieurs exposés dessus. Dipesh Chakrabarty a travaillé sur l'histoire postcoloniale, puis transnationale. C'est le nom de notre master ici, que dirige Stéphane, maintenant le parcours de master au sein du master Humanité, qui a été créé avec Hélène et avec tout le département. Voilà, est-ce qu'il faut dire maintenant histoire globale? Dipesh Chakrabarty dit plutôt planétaire maintenant. Et donc voilà, tout ce contexte, rien de tout cela n'est neutre. Et un deuxième élément de contexte, nous avons un programme intitulé Planète vivante, milieux humains, un enseignement transdisciplinaire où chaque département est représenté. Stéphane était récemment à l'ouverture du conseil pédagogique qui va mettre en place cette mineure sur Planète vivante, milieux humains, où tous les départements participent. Évidemment, l'histoire a une place centrale pour nous dans tous les projets transdisciplinaires concernant les problèmes contemporains d'aujourd'hui. Je tiens à le dire parce que c'est souvent oublié. On a sur l'environnement quand même, ou sur la santé aussi, la santé publique par exemple, on a l'impression que les scientifiques, au sens très large, y compris certaines sciences sociales, et les politiques considèrent que tous ces problèmes-là arrivent sur une table rase, qu'il n'y a pas une sorte de dimension historique, qui est que nos esprits, nos sociétés font face à des changements sans aucune profondeur historique qui influent pour le meilleur et pour le pire sur ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment, je pense qu'à l'école et à PSL aussi, dans un sens plus large, nous sommes capables de donner aux sciences humaines et sociales une dimension historique sur les problèmes contemporains qui est absolument cruciale. Et donc la participation des historiens de l'école aux travaux sur l'environnement, aux travaux sur la santé, aux travaux sur, je ne sais pas, les catastrophes, aux travaux sur la pandémie elle-même, est absolument cruciale. La méconnaissance de l'histoire en ce moment, comme explication des phénomènes, y compris biologiques, en renversant aussi cette sorte de tournant des sciences humaines vers la nature, et encore une fois en maintenant une dimension historique, même dans ce tournant... je ne sais pas comment il faudra le dire, naturaliste ou biologique, j'en dirai un dernier mot dans un instant, mais ça me paraît extrêmement important. Donc nous sommes vraiment, toute l'école et tout PSL aussi, il faudra un jour en reparler avec nos collègues de l'EPHE, mais avec Philippe Portier, en tout cas, qui est vice-président de l'EPHE, on essaye aussi de montrer cette dimension historique de tous les problèmes contemporains. Et je crois que c'est vraiment... C'est très important et ça n'est pas gagné dans l'espace public. Mais heureusement, je crois que le département et la semaine là, qui va avoir lieu est très, très importante pour ça. Et le programme est magnifique. Et il faut vraiment le rappeler à tout moment. Parce qu'après, on s'étonne qu'il y ait, en plus des problèmes climatiques, par exemple, qu'il y ait des guerres ou qu'il y ait des conflits. Et on se dit, ah oui, mais c'est vrai, il y avait une histoire. Ces problèmes interviennent dans une histoire et avec l'histoire. Et donc, il faut surtout vraiment que l'histoire, y compris l'histoire de la philosophie, toutes les histoires, mais que l'histoire reprenne vraiment toute sa place dans les enjeux contemporains. Voilà, et donc je voudrais vous remercier infiniment pour cette semaine. Si je devais ajouter un tout petit mot de philosophie, un mot que je glisserais entre nature et histoire, je ne vais pas refaire... on pourrait reparler de la façon dont l'histoire s'est pensée en Occident à partir des Lumières comme arrachement à la nature, comme pensée de la liberté. Je n'ai pas envie d'y revenir, même si je pense qu'il ne faut pas renoncer à tout là-dedans. On a dit un petit mot aussi de ce soubassement historique des problèmes naturels, des problèmes liés à la nature aujourd'hui. Pour moi, il y a un mot entre nature et histoire, un mot très important,
j'ai pas vu vraiment dans le programme et qui me paraît être le carrefour de la nature au sens divers qu'elle peut avoir et de l'histoire qui est quand même toujours une histoire, à mon avis, forcément humaine d'une façon ou d'une autre. Mais c'est un des débats que vous aurez sans doute. Est-ce qu'il peut y avoir une histoire entièrement naturelle, au sens où elle ne serait pas humaine? Entre nature et histoire, il y a évidemment le vivant. Et la façon dont l'humain s'ancre dans la nature et dont la nature s'ouvre sur l'humain de l'intérieur, c'est forcément par les questions du vivant. Et c'est vrai que la question du vivant, je ne sais pas si c'est pour dans 2 ans, mais c'est vrai que j'étais surpris parce qu'entre nature et histoire, aujourd'hui, ce qui fait le lien, je crois vraiment que c'est la question de la vie. Et si je devais citer une phrase de Bergson, ce serait la première phrase de l'évolution créatrice, l'introduction à l'évolution créatrice, je ne vais pas la citer en entier, mais qui s'ouvre sur 3 mots très surprenants. L'histoire de l'évolution de la vie. L'histoire de l'évolution de la vie nous montrerait l'intelligence sortant de la nature. Je ne sais plus très bien exactement la phrase que j'ai su par cœur pendant longtemps. Donc, c'est très intéressant, je trouve, que Bergson, dans l'évolution créatrice, fasse de l'évolution une histoire, mais en même temps, une histoire qui a quelque chose, c'est chez lui, qui n'est pas totalement réductible à l'évolution au sens strict, mais en tout cas qui est lié à la vie et pas seulement à la nature. Donc, en tout cas, vous touchez à tous les problèmes centraux du moment, avec un angle historique multiple, divers, qui représente un ensemble de recherches, en lien avec aussi le débat public, l'information, la formation de ceux qui vont nous informer. Et ça, je crois que c'est très, très, très important, vraiment, là aussi, sur le débat public, sur ces sujets, d'avoir conscience du tournant de toutes nos disciplines vers les questions liées au vivant et à la nature, mais en même temps de maintenir les exigences de nos disciplines, y compris les exigences philosophiques qu'il y a derrière, c'est-à-dire voilà, l'histoire. Quand on parle d'histoire, on parle quand même de la liberté. On parle pas seulement de... L'histoire n'est pas seulement... ou du sens. L'histoire n'est pas seulement un ensemble d'événements, c'est un ensemble d'événements qui fait sens du point de vue de la liberté humaine. Et ce serait en tout cas mon hypothèse, même d'un point de vue du vivant. Donc voilà, merci infiniment de lancer ces sujets qui sont au cœur du présent. Je ne pourrais pas rester tellement au-delà aujourd'hui de l'heure que nous partageons, mais je ne veux pas mordre trop sur ce temps-là. Pardon, merci. Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Merci beaucoup et encore une fois, merci aussi pour votre accueil. Quand on a commencé à travailler à la semaine de l'histoire avec le département d'histoire de l'ENS, c'était, je crois qu'il y a 8 ans, Hélène, non, je ne sais plus, c'était un petit peu avant que tu arrives. Hein, donc c'était il y a 8 ans. On est venu, nous, au CFJ, exactement comme des candides. Enfin, on est venu se nourrir de tout ce que vous, historiens, chercheurs, scientifiques, pouvez apporter au débat, de ce qui a manqué tellement cette année. On sort d'une année terrible en termes d'information et d'obscurantisme et on a mesuré à quel point la méconnaissance pouvait évidemment arriver directement à la défiance. Donc, sur ce thème de la nature, des natures, de l'histoire de la nature et de l'histoire en général, ô combien l'information et les médias ont besoin de vous. Donc vraiment, je voudrais vous remercier infiniment, infiniment de votre accueil. C'est pas souvent que des historiens et des journalistes se croisent. Et je crois se respectent, parce que vous avez sans doute raison de penser que les journalistes vont très vite. Le temps médiatique est un temps de l'urgence, mais c'est le temps de l'actualité. Et ce qui compte, c'est pas de le changer, simplement c'est de le nourrir. Et je crois qu'il ne faut pas comparer, opposer ce travail de recherche, d'analyse que vous faites, dont on a besoin. Donc, sur la nature, moi, ce qui m'a frappé au cours des dernières semaines, à mesure que le programme se construisait, et bravo pour cet incroyable programme qui fait envie à beaucoup, beaucoup de gens autour de nous. Tout le monde pense que c'est nous qui l'avons construit, donc on est très fiers, mais pas du tout. on croit, voilà. Non. Nous, on est surtout là pour essayer de faire connaître, de vulgariser votre travail, de se nourrir évidemment de ce que vous faites. Le site qui a été créé avec le CFJ a cette ambition-là, toute simple, mais qui, je crois, est très importante de donner à voir et à entendre la puissance de votre pensée, de votre travail. Mais je voudrais vous redire à quel point
ce programme, effectivement, est en écho avec un besoin d'information, avec un besoin aussi, je crois, de renouer avec le sens et de replonger dans les racines de ce qui nous constitue. On a été... voilà, j'ai l'impression qu'on sort d'une année de coma d'information et de culture, et qu'il faut à tout prix qu'on reprenne très très vite ce chemin-là de la connaissance. Donc merci de nous offrir un déconfinement aussi spectaculaire. Je sais qu'on a en ligne pas mal de monde qui nous suit et je la remercie d'être là. Les étudiants du CFJ notamment qui ont terminé leur cours sont à distance. Ils ont passé 3 semaines avec le même thème, nature au pluriel, à travailler sur des sujets. On les a laissés totalement libres de choisir des angles de sujets. C'est assez amusant de voir que quand un journaliste en herbe s'intéresse à la nature, il s'intéresse à beaucoup de choses très éloignées de vos sujets, mais qui, je pense, auront besoin de vos lumières, notamment à l'innovation et comment l'innovation peut changer le monde. Aussi, il s'intéresse au patrimoine, et là on se rapproche un petit peu plus de votre domaine, au patrimoine vert, il s'intéresse aux risques, aux mythes, aux dangers climatiques. Mais vous verrez ces papiers en ligne bientôt sur le site de la semaine de l'histoire.com. Vraiment, soyez... voilà, je pense qu'il faut aborder tous ces sujets-là avec la même curiosité, je pense, que celle qui nous réunit aujourd'hui, et la même bienveillance. Donc, merci encore pour votre accueil. Et puis, j'ai hâte d'écouter tout ce qui va suivre. Merci beaucoup. Je passe la parole à Valérie Tess, directrice du département. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, je vais laisser l'essentiel de la présentation, et en particulier la présentation scientifique de cette semaine de l'histoire, à Hélène Blais et Stéphane Van Damme. Mais moi, mon rôle, c'est juste de remercier, au nom du département d'histoire, tous ceux qui ont rendu possible cette semaine. Alors, lorsque Stéphane Van Damme en a proposé la thématique, c'est l'histoire de la nature, à l'automne, nous étions encore dans l'état d'esprit de penser que la situation sanitaire allait s'améliorer au cours de l'année. On se dit, le 2e semestre, ça sera génial, on pourra refaire des choses tous ensemble, tout sera rouvert. Et nous avons malheureusement assez vite déchanté. Mais Hélène Blais et lui ont tenu bon, et ils ont entraîné avec eux Julie Joly et David Strauss, qui, plus habitués que nous autres historiens à gérer des situations mouvantes, des délais très très serrés, se sont engagés sans hésitation à leur côté. Et puis à l'intérieur de l'école, nous avons aussi pu compter tout de suite sur l'enthousiasme de nos collègues du département des arts qui ont participé à l'organisation. Je pense à Nadège Lannery-Dagen et à Anne-Françoise Benamou. Et puis aussi sur les collègues du département des sciences de l'Antiquité qui seront présents dans différentes sessions. Donc merci à tous. Je leur dis vraiment un immense merci à tous ces collègues parce que ça nous permet aujourd'hui d'accompagner la petite réouverture du monde qu'on est en train de vivre avec un passionnant programme scientifique qui est aussi un peu un manifeste pour une histoire ouverte sur l'ensemble du monde, pour une histoire qui ne se fait pas dans son coin, mais qui se construit, se transforme grâce au dialogue permanent avec des chercheurs de très nombreuses disciplines, comme vous avez pu le voir dans le programme, qui va nous permettre pendant ces quelques jours d'entendre non seulement des historiens, mais aussi des philosophes, des biologistes, des spécialistes d'histoire et théorie des arts, des archéologues, des journalistes, et de montrer comment tous ces gens construisent depuis des années. Ils n'ont pas découvert la thématique là, parce qu'il y a des tas de gens qui découvrent la question de l'histoire de la nature depuis 1 an et demi. Et là, on va vous faire entendre des gens qui travaillent depuis des années en s'appuyant sur les spécificités de leur discipline, mais aussi sur les travaux d'autres chercheurs qui leur sont indispensables pour aborder une question aussi complexe que celle de la nature et de ses rapports avec les hommes. Question qui est à la base entièrement traversée par l'histoire, puisque comme le rappelle toujours Philippe Descola, c'est bien des hommes et même des occidentaux qui ont progressivement inventé cette idée de nature. Alors, si tous les chercheurs que nous avons invités sont des passionnés de leur sujet, il leur a quand même fallu une bonne dose d'optimisme et aussi beaucoup d'amitié pour répondre présent lorsque nous les avons contactés au début de l'année 2021, où là, vraiment, on était au fond du trou tous. Et ce qui, je crois, a décidé beaucoup d'entre eux à accepter de participer dans des conditions compliquées et incertaines, c'est le fait que ces journées de la Semaine de l'Histoire sont faites en grande partie par les étudiants
et pas seulement pour les étudiants de l'École normale supérieure et du centre de formation des journalistes. Après avoir été collés derrière nos écrans d'ordinateur depuis des mois, ce qui n'est malheureusement encore pas fini, il y avait, je crois, chez ses collègues un fort désir de pouvoir se retrouver avec des étudiants. Il y avait, ce désir était partagé évidemment par la direction de l'école. Et là, je veux spécialement remercier Frédéric qui nous a fait l'amitié en plus d'être là aujourd'hui, et Marc Mézard, qui ont apporté tout le soutien possible à ce projet à un moment de l'année où vraiment on n'était pas sûr du tout que ça puisse se tenir, mais ils nous ont encouragés. Ils espéraient bien qu'on puisse faire entrer des étudiants dans les locaux pour échanger avec les chercheurs en histoire, en philo, en biologie, etc. etc. Et donc, voilà, merci aussi pour tout ça. Alors, comme je le disais juste avant, ces journées, elles ne pourraient pas exister sans l'investissement des étudiants de l'ENS et du CFJ qui sont intervenus à tous les niveaux de préparation, en faisant avec David Strauss ce magnifique site internet, en ayant l'idée et en réalisant l'exposition photo dont on va parler dans un instant, en faisant aussi un petit concours de photographie, et en participant aussi au choix des invités et en se lançant, pour certains d'entre eux, dans la modération des tables rondes, ce qui sera pour beaucoup, je pense, une première, mais pas la dernière. C'est le début d'une carrière d'enseignant-chercheur. Ils seront amenés à le faire encore beaucoup de fois, j'imagine. Alors, je me permets de citer leurs noms parce qu'ils ont vraiment fait cette année un travail remarquable et ils ont été un vrai moteur pour leurs aînés. Lorsqu'il pouvait nous arriver d'avoir des doutes sur la possibilité de mettre en œuvre cette semaine, eux étaient là et doutaient beaucoup moins que nous et nous encourageaient et nous donnaient envie d'aller jusqu'au bout. Donc merci à Quentin Bourgault, Anaïs Chazelle, Colline Perron et Titouan Robin pour l'organisation de la communication. Et ils ont déjà beaucoup travaillé ce matin et ça va continuer toute la semaine, en plus du travail qu'ils ont fourni dans les mois précédents. Merci aussi à Stéphanie Gada et à Francesco Zambonin, le pauvre qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il est cas contact, mais qui ont organisé cette exposition et ce concours photo. Et puis merci à Malou Bozek, Agathe Cavalière, Anaïs Chazelle, Edwin Collard, Marie Delarrasse, Stéphanie Gada, Camille Hamon, Domitille Salter, Oriane Hernandez, Eva Merlan, Lucas Nelson-Gabin, Lia Paupière et Colline Perron pour leur participation aux tables rondes et aux entretiens. C'est important de garder la trace de leur engagement parce que sans eux, tout ça n'existerait pas. Enfin, je souhaite aussi remercier tous les services de l'école et du CFJ qui se sont démenés pour rendre possible cette semaine avec des niveaux inédits d'incertitude et des délais courts. Le service communication, le service audio-vidéo de l'ENS et les services techniques du CFJ, en particulier Théo Vacarès et Valentin Damon qui ont été là depuis ce matin à pied d'œuvre et qui vont nous offrir cette magnifique réalisation technique, qui seront là en plus toute la semaine pour assurer la captation des images et leur diffusion en ligne en même temps par Zoom pour tous ceux qui auraient aimé être dans la salle mais qui n'en ont pas encore la possibilité. Voilà, merci beaucoup à vous. Et on est vraiment très désolés pour tous ceux qui auraient aimé être avec nous aujourd'hui mais qui ne peuvent pas encore nous rejoindre sur le site de l'ENS, mais on espère que vous apprécierez quand même les échanges en ligne. Alors, au sein des services de l'école, j'ai fait une petite place à part, pas pour un service, mais pour une personne, Sophie Tissandier, la gestionnaire du département d'histoire, qui mérite une mention toute spéciale parce qu'elle a assuré avec le sang-froid, la gentillesse et la bonne humeur qui la caractérise, toute l'organisation logistique de ces journées, ce qui, là encore, était un défi beaucoup plus grand que les autres années. Grâce à elle, nous allons pouvoir profiter sans souci de ces journées. Donc j'espère qu'elles seront à même d'encourager tous ceux qui parmi nous ont commencé à faire des histoires de la nature leur objet d'étude, avec l'idée que le seul moyen de retrouver un petit peu d'optimisme dans l'avenir, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas le déni de la situation que nous vivons, mais le désir de comprendre et d'analyser avec lucidité des mécanismes sociaux complexes inscrits dans la longue durée et avec le plaisir
désir aussi parfois de réussir à comprendre une partie de ces processus sociaux complexes. Donc voilà, je m'arrête là pour cette déjà longue introduction avec remerciements, et je vais laisser la parole maintenant à Stéphanie Gada qui va nous présenter le projet d'exposition photo et les lauréats du concours de photo. Je laisse ma place. Bon, je peux laisser. On reste là. Bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je vais commencer avec quelques mots de remerciement. Donc, tout d'abord pour le CFJ qui nous a permis de réaliser l'exposition virtuelle, puisqu'en ligne, sur le site de la Semaine de l'Histoire, vous pourrez trouver toutes les photos. Et puis pour le pôle communication de l'école qui nous a permis, lui, de réaliser l'exposition en présentiel, qui se trouve dans le hall d'accueil de l'ENS. Et donc, la sélection est un peu plus restreinte à l'entrée de l'ENS, mais voilà, vous pourrez admirer les plus belles photos. Une pensée particulière pour Francesco Zambonin qui donc a organisé l'exposition avec moi mais qui ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'il est qu'à contact. Et j'aimerais ensuite donc dire quelques mots sur l'émergence de l'exposition photo, l'idée qui nous ont guidés, les idées qui nous ont guidés, pardon, et ce qu'on a voulu dire donc avec cette exposition. Alors, la première idée qu'on a eue quand on nous a proposé de faire une exposition photo sur le thème histoire et nature, ça a été assez naturellement de travailler sur les ruines, puisque d'une certaine manière, les ruines représentent donc la nature qui reprend ses droits sur des sociétés humaines du passé. Et donc cet aspect n'est pas complètement absent de notre exposition. On a en particulier une photo qui montre les ruines d'un temple grec au Cap Sounion. Et donc qui illustre cette idée de la nostalgie qui est associée aux ruines, d'autant plus que cette photo est prise au coucher de soleil. Et on a également une photo prise dans le sud de la France, sur une des ruines du XIe siècle, d'une église, où pareil, on voit les pierres qui se fondent dans la nature, dans le paysage naturel. Mais on a voulu creuser un peu plus loin, et dans l'idée donc dans la lignée des questions qu'on va se poser tout au long de la semaine de l'histoire, on a voulu, avec cette exposition photo, illustrer vraiment la diversité des rapports entre des sociétés humaines et leur environnement naturel. Et donc je citais moi aussi Descola dans un article, donc Par-delà la nature et la culture, qui précède un peu son ouvrage. Il décrit le musée d'histoire naturelle de La Plata, à Buenos Aires, dont les 2 étages, selon lui, reflètent l'organisation, dont reflète le binarisme traditionnel entre la nature et la culture. Alors je vous lis cette citation. « Sur le sous-bassement majestueux de la nature, avec ses sous-ensembles ostensibles, ses lois sans équivoque et ses limites bien circonscrites, repose le grand Capharnaüm des cultures, la tour de Babel des langues et des usages, le propre de l'homme incorporé dans l'immense variété de ses manifestations contingentes. » Et donc, ce binarisme entre des sociétés humaines contingentes et une nature éternelle, c'est ce qui est visible, notamment donc, dans l'esthétique des ruines qu'on a voulu représenter avec les 2 photos dont je vous ai déjà parlé. Mais au-delà de ça, on a demandé aux étudiants de l'ENS et du CFJ de nous envoyer leurs photos avec un thème qui était volontairement très large, puisqu'on espérait ainsi toucher le plus possible la diversité des interactions entre les sociétés humaines et la nature d'une manière un peu kaléidoscopique. Et donc, je vais juste évoquer quelques thèmes que l'on peut voir dans notre exposition. Tout d'abord, la fusion harmonieuse entre la nature et les sociétés humaines, qui transparaît dans plusieurs photos. On a 2 photos sur le site de la Semaine de l'Histoire, des ruines de Petra, où on peut voir donc, le temple qui se fond complètement dans la falaise. Et cette harmonie est également visible en Amérique latine, où les terrasses agricoles épousent les formes de la montagne. Et par ailleurs, je pense aussi à une photo qui est prise à Rio, ou une autre qui est prise dans le port de Naupli, où cette harmonie est davantage dans le regard même du photographe, où les jeux de reflets et les camaïeux de couleurs permettent donc à nouveau d'illustrer, de représenter l'harmonie entre des sociétés humaines et la nature.
une série de photos incarne la valeur émotionnelle qu'on a pu investir dans la nature. Tout d'abord, donc une fleur qui a été prise aussi dans le sud de la France, donc par la même photographe que celle que j'ai évoquée au début, représente un peu la fragilité de la fleur devant un ciel tempétueux. Ouais. Et donc qui rappelle, voilà, dans une esthétique romantique, une sorte de fragilité de la condition humaine. On a deux photos qui sont nées d'un hasard assez surprenant. C'est une photographe qui a récupéré des pellicules qui avaient déjà été utilisées par sa grand-mère, ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle a découvert au moment du développement des photos. Et elle explique que les photos ont acquis ainsi pour elle une dimension émotionnelle d'autant plus importante, puisqu'elle superpose en fait son regard sur le paysage naturel et le regard de sa grand-mère plusieurs années plus tôt. D'autant plus que ces photos ont été prises à des moments importants pour elle. Et donc ici, dans ces pellicules qui superposent ces regards, s'incarnent des douleurs toutes humaines dans des paysages naturels. Cette charge émotionnelle s'accompagne parfois d'une spiritualité, et on a ainsi plusieurs photos qui cherchent à montrer comment la nature a pu être investie, a pu être la source de spiritualité dans plusieurs sociétés. Et donc on a en particulier d'un côté et de l'autre du globe, donc dans les Andes et dans l'Himalaya, des photos de cérémonies religieuses qui montrent donc comment les spiritualités bouddhistes et andines s'inspiraient du milieu naturel, et comment l'inaccessibilité des montagnes était recherchée pour exprimer la dévotion. Enfin, deux photos se font écho l'une à l'autre pour nous rappeler les dangers de la pollution. Donc ici, elles représentent un rapport plus conflictuel entre la nature et les sociétés humaines. Et on va en reparler un peu plus tard. J'aimerais juste finir en rappelant que ces points de vue contemporains sur les interactions entre la nature et les sociétés humaines sont accompagnés ici et là de quelques photos, de quelques planches botaniques qui ont été, pas uniquement botaniques d'ailleurs, donc des planches d'ouvrages d'histoire naturelle qui appartiennent aux collections de la bibliothèque Lettres de l'ENS. Et donc je remercie Lucie Fléjoux et les bibliothécaires de l'ENS de nous avoir permis d'accéder à ces ouvrages et de les photographier. Et donc ces photos-là viennent compléter un peu donc les points de vue contemporains avec des perspectives sur la nature à un moment où on n'avait pas la possibilité d'avoir des caméras et de prendre des photos. Et donc on a organisé un vote donc au sein de l'équipe d'organisation de la Semaine de l'Histoire pour récompenser les deux photos les plus pertinentes. Et donc j'aimerais demander à Gilles Narcy et Antoine Ducrot de nous rejoindre pour les récompenser, et s'ils veulent nous dire un mot sur leurs deux photos, puisque j'en ai pas beaucoup parlé. Vous voulez qu'on laisse de la place? Allez-y, vous pouvez parler en micro. Bonjour et merci beaucoup donc d'avoir choisi cette photo. Donc je vais peut-être dire quelques mots. Bon, d'abord, vous avez dit que c'était un concours qui était proposé aux étudiants de l'école. Donc moi, malheureusement, je ne le suis plus depuis un bon bout de temps. Mais bon, j'avais vu passer le concours et j'ai envoyé, la demande de photos et j'ai envoyé ça. Donc ça, c'est pris au Groenland en 2016. C'était un voyage organisé où on faisait de la randonnée, on campait, puis il y a un bateau qui transportait les gros bagages et on marchait en relativement léger. Et on avait passé une nuit dans un endroit où il y a eu une base américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été ensuite abandonnée, et visiblement à une époque où on se contrefichait complètement de la pollution. Et donc ils ont tout laissé. Donc il y a des bidons rouillés, il y a des camions. Au bord d'un fjord où on voit des petits icebergs, donc c'était c'est un côté triste, assez saisissant et surprenant, donc ça donnait évidemment envie de faire des photos.
Voilà, je ne sais pas du tout s'il est question ou non de nettoyer ça. Bon, c'est pas énorme comme surface, hein, mais c'est quand même, bon, en pleine nature, on tombe sur ces trucs rouillés. Je ne sais pas s'il y a encore de l'essence dans les bidons, parce qu'il y a un endroit où il y a des dizaines de bidons alignés. Voilà, c'est un peu... Bon, je ne sais pas du tout ce qui compte. Je ne sais pas si le gouvernement, enfin, si les autorités danoises ou groenlandaises s'occupent de ce truc, ou s'ils considèrent que, bon, il y a 1 ou 2 km² bousillés. Parce que d'un autre côté, je pense qu'évacuer ça serait assez compliqué. Voilà, donc en tout cas, c'est bon, le contraste entre la nature et ce qu'on voit là, c'est déchérouillé, c'est vraiment saisissant. Alors, je ne sais plus à quelle époque exactement elle a été abandonnée. Les déchets qui forment un paysage, en fait. Oui, c'est ça, ça fait... Je ne sais pas à quelle époque ça a été abandonné. Bon, je pense que c'était à une époque où on pouvait se permettre, où les Américains pouvaient se permettre de laisser des trucs rouillés sans que ça fasse un scandale ou sans qu'on en parle. Donc, j'imagine plutôt peut-être les années 50-60, parce que je pense que dès les années 70, j'imagine que ça n'aurait pas été possible. Mais je sais pas. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle photo. Merci à vous. Et le département donc est heureux de vous remettre le premier prix de l'expo photo. Merci beaucoup. C'est des bons Fnac. C'est très bien. On s'est dit que voilà. Oui, non, c'est très bien. Du matériel de photographie ou des livres. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très content que vous ayez apprécié cette... Merci à tous, merci aux organisateurs d'avoir choisi ma photo. Je le dis d'autant plus sincèrement que c'est une véritable surprise pour moi parce que c'est une photo qui a été prise très récemment en mars avec mon premier appareil qu'on m'a offert en janvier. Donc comme vous pouvez voir, c'est quelque chose d'encore assez modeste de ma part. Mais je l'avais prise donc l'après-midi de mon dernier écrit d'agrégation. C'est quelque chose qui a été pris dans la cour de l'ENS juste à côté. Donc on est loin du Groenland ou de l'Amérique latine, mais si j'ai choisi de la présenter quand j'ai eu connaissance de l'exposition photo, c'est parce qu'il y a deux aspects à la fois opposés et peut-être complémentaires qui m'ont semblé intéressants. C'est d'une part l'étrangeté et d'autre part la familiarité. L'étrangeté parce que c'est ce qui m'amusait aussi, c'est l'idée que ce héron qu'on peut voir dans le bassin de l'ENS devient tout de suite source d'attention pour toute l'école. On avait tous les élèves à l'heure de la sortie de la bibliothèque qui venaient prendre une photographie et moi je me suis un peu amusé du coup à les photographier en train de prendre leurs propres photos. Donc cette espèce de surgissement de la nature au cœur du quartier latin qui paraissait un peu saugrenu presque. Et en même temps la familiarité parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit que c'était un moment qui nous faisait aussi nous rendre compte que, voilà, justement, même au cœur du 5e arrondissement, même dans la cour de l'ENS, on a des buissons, des arbres, même un simple bassin d'eau avec quelques poissons. Et ça peut attirer un héron, puisque en plus, ce n'est pas la première fois, il me semble, qu'il vient. Parce que moi, quand j'étais rentré à l'ENS, on m'avait dit qu'il y avait un héron qui venait de temps en temps manger les poissons. Je pensais que c'était un peu une légende urbaine de l'école. Et en fait, non, c'est vrai. Et donc, ça m'a fait un peu penser, voilà, ce fait que même dans les grandes villes, même là où on pense être complètement coupé de la nature, on a quand même une sorte de présence à laquelle on n'est peut-être pas toujours sensible ou attentif. Mais en tout cas, merci encore à tous pour votre prix qui me fait très plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ça promet, hein, si c'est vos débuts comme photographe, hein, avec ce petit hommage à Bassani de l'italianiste. C'est une belle photo. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Il y a les masques aussi des gens, on n'y fait plus attention, aussi, mais je pense que dans 5 ans, quand on montrera cette photo, ça va rappeler plein de souvenirs, l'agrégation. Ça sera saisissant. Exactement. Merci à vous deux. Merci et merci à à tous ceux qui ont participé parce que en fait, moi j'aurais été bien en peine de voter. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la photo du Groenland en premier lieu, mais après dans toutes les autres photos, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de talent. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette belle métaphore de la cour des Ernestes située sur la route des grandes migrations. Voilà, on espère que beaucoup d'entre vous vaccinés pourront partir cet été. Alors, comme le veut la tradition, le département d'histoire est heureux d'organiser donc la semaine de l'histoire, qui va être une fois encore l'occasion, c'est tous les 2 ans, d'aborder des thèmes historiographiques émergents. Alors évidemment, l'histoire de la nature, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une occasion aussi pour nous d'associer à la fois les étudiants, des chercheurs confirmés, ils seront assez nombreux cette semaine, et puis des journalistes qui vont participer à nos tables rondes.
Alors, on se souvient des thèmes les plus récents abordés par la Semaine de l'Histoire, les révolutions, les mondialisations, et il y a 2 ans, comme ça a été rappelé, l'enquête. Ces thèmes sont choisis toujours en écho à des questionnements contemporains que notre association avec le CFJ nous permet de reformuler, de préciser, de discuter et de montrer aussi l'actualité de l'histoire, fût-elle lointaine. Cette année, donc, le thème retenu n'est pas très original d'une certaine manière. Il est sur toutes les lèvres. Il est de toutes les journées d'études, de tous les festivals quasiment, un peu partout en Europe. La nature. Alors, vous l'avez bien compris, ce thème, malgré tout, et en particulier l'expression d'histoire de la nature, n'a rien d'évident. Et on va essayer justement de la discuter, de la problématiser durant ces 4 journées. Comme vous le savez, généralement, quand un historien commence à s'intéresser à un problème ou quand un problème historique commence à accéder à un degré de reconnaissance, c'est que la chose commence à disparaître. C'est ce que Michel de Certeau appelait la beauté du mort. Alors, faut-il y voir autour de la nature un signe annonciateur? On voit que avec la crise environnementale et la crise sanitaire, la nature est devenue un point de ralliement historiographique, un objet frontière entre différentes approches, différentes historiographies, de l'histoire environnementale à l'histoire économique, de l'histoire culturelle des paysages, il en sera question, à l'histoire des sciences ou à l'histoire intellectuelle. Aucun champ historiographique à l'heure actuelle ne semble épargné par cette injonction à réfléchir à la nature. Alors, pourtant, cette catégorie, ça a été souvent rappelé, et en particulier par Philippe Descola, qui a été plusieurs fois cité, est une catégorie ambiguë, et la nature est une notion souvent dénoncée comme trop floue, trop polysémique, désignant à la fois une relation, une perception de phénomènes physiques, mais aussi un champ autonome qui existerait en dehors de l'action humaine, si l'on songe à ce bon vieux thème de la nature sauvage, qui serait à la fois magnifié esthétiquement par la peinture de paysage et juridiquement par la mise en place d'un droit de l'environnement, problématique aussi, qui a aujourd'hui toute notre attention. Comme objet de savoir, la nature est aussi devenue, sous l'action des hommes de science, des philosophes de la nature, des écologues, plus récemment, une réalité observable ou quantifiable et donc maîtrisable. Alors, de la nature réalité sensible des mondes anciens à la nature artificialisée par les sciences et les techniques des modernes, ce que le philosophe Merleau-Ponty, après Husserl, l'appelait un monde de substitution, on a souvent dénoncé, plus qu'un divorce entre science et nature, une position ambiguë de la modernité par rapport à la nature. Souvenons-nous de la célèbre formule de Gaston Bachelard, l'esprit scientifique doit se former contre la nature. Alors, puisqu'on est dans une école où les sciences sont si importantes et centrales, on peut y voir aussi une tension qui est intéressante aussi à examiner. Alors, pour sortir de ces débats souvent aussi philosophiques, les historiens, plus modestement, si j'ose dire, ont proposé quelques pistes pour contextualiser ces différentes questions. D'abord, et je pense que ça sera traité abondamment, ne serait-ce que dans la table ronde qui va suivre, la question de la longue durée, d'une histoire profonde, me semble particulièrement intéressant. Ça a été rappelé aussi par Frédéric. La nature n'a pas toujours été une abstraction moderne. Et ce processus d'affirmation du naturalisme n'est pas quelque chose de linéaire, d'uniforme ou d'abouti. Philippe Descola, lui encore, écrit « L'autre écueil serait de réduire l'histoire de la nature à une histoire rectiligne et finalisée ». De la même manière, ce processus a-t-il touché les sociétés anciennes de la même manière, avec la même intensité? La perspective historique permet ainsi d'analyser les divergences contemporaines dans le rapport des hommes à la nature, rapport qui n'est jamais univoque. Ne faut-il pas, à côté de cette histoire profonde, aussi adopter, comme c'est un peu un réflexe aujourd'hui, une sorte de changement, un jeu d'échelle, en y intégrant donc une démarche plus sociologique et plus économique. Et là, peut-être, on serait dans un pôle peut-être en tension avec le travail aussi journalistique.
On ne va pas faire l'inventaire exhaustif de ces différentes perspectives, ça excéderait les ambitions de cette introduction, mais nous souhaiterions plus modestement ouvrir le débat, mais aussi le pluraliser, sans privilégier une historiographie plutôt qu'une autre. Si par exemple l'histoire de l'environnement émerge aujourd'hui comme une discipline centrale qui prend en charge ces problématiques, on n'a pas voulu se limiter à l'histoire de l'environnement. Nous n'avons pas voulu donc se limiter à cette approche, mais tenter au contraire de cerner de manière plus ample la présence de cet objet fuyant que représente la nature. Et voilà, et donc je cède la parole à Hélène qui va vous expliquer un petit peu le dispositif, si j'ose dire. Oui, merci. Alors, je vais être assez rapide. Le programme est disponible, mais on voulait juste essayer de vous expliquer un peu comment on avait conçu cette journée. Donc, cette semaine est l'occasion de visiter les chantiers de ces nouvelles histoires de la nature ou des natures, d'en comprendre les enjeux, les méthodes et également les formes d'écriture. Nous avons décidé donc de porter notre attention sur un certain nombre de thèmes qui vont donner lieu, comme vous pouvez le voir, à la fois des tables rondes, à des entretiens et à des grandes conférences qui vont venir conclure chacune de ces journées. L'objectif, évidemment, n'a pas été d'embrasser toutes les histoires possibles de la nature, mais de choisir des entrées témoignant de l'actualité de la recherche. Et comme le disait Stéphane, l'interaction avec les collègues du CFJ est intéressante pour nous aussi parce qu'elle nous permet de rebondir sur ces questions. Alors, la première table ronde qui va suivre directement cette introduction est intitulée « Une longue domination de la nature » et elle vise justement à interroger l'habitude de parler de la nature en termes de maîtrise, de domination ou d'appropriation. Habitude qui est aussi liée à une volonté des sociétés humaines de rompre avec le fatalisme ou une vision productiviste d'exploitation de la nature. Donc l'idée, c'était de proposer à nos invités ici de réfléchir à l'histoire de ce positionnement par rapport à la nature et à ce qu'il signifie. L'après-midi se terminera par une conférence du philosophe Emmanuel Coccia. Il y a beaucoup de philosophes dans cette semaine de l'histoire sur les conséquences de la crise et du confinement sur notre conception et notre rapport à la nature. Demain, nous avons une journée un peu plus longue avec 2 tables rondes le matin. Une première sur la question de la marchandisation de la nature. Alors ça renvoie au fait que la nature est également un objet de consommation, ce qu'on appelle une commodité dans une traduction libre de l'anglais, et que ce processus de marchandisation de la nature implique une transformation des usages et de la nature elle-même qui mobilise aussi bien le monde scientifique que le monde économique. L'enjeu, c'était ici d'essayer de comprendre dans quelle mesure, donc, l'histoire de la nature est liée ou pas à l'histoire du capitalisme marchand et qu'est-ce qui fait la jonction dans cette manière de voir les choses. La table ronde suivante, que l'on a intitulée « La nature à l'échelle globale, menace ou ressources », permettra d'interroger à la fois l'historicité des conceptions de la nature menace ou de la nature ressource, en montrant comment les changements d'échelle, on est en plein dedans avec la pandémie, comment ces changements d'échelle modifient justement nos perceptions de la nature. Dans l'après-midi de demain, nous pourrons entendre un entretien avec Pierre Charbonnier autour de son dernier ouvrage, Abondance et liberté, qui est une proposition pour une histoire environnementale des idées politiques. Là, toujours dans la même après-midi, nous avons prévu une table ronde intitulée « Repeupler la nature, histoire des animaux ». Et là, je rebondis peut-être sur ce que disait Frédéric à propos du vivant. C'est vrai qu'on n'a pas pensé en ces termes-là. C'est plutôt en ce moment le balancement entre histoire des humains et des non-humains
mais qui est une autre manière de désigner les vivants, le vivant, qui nous interroge. Donc, autour de ce slogan de repeupler la nature, il y a l'idée de savoir en quoi, notamment les animaux, sont des nouveaux acteurs de l'histoire. Et s'il s'agit simplement d'allonger la liste des protagonistes ou, plus profondément peut-être, de rompre avec une vision anthropocentrée de la nature. Enfin, la journée se terminera par une conférence de Catherine Larère, qui est une philosophe de la nature et de l'environnement, et qui viendra nous parler d'un de ses nouveaux champs de recherche et de ses derniers travaux autour de l'émergence de l'écoféminisme. Et là, je tiens à souligner que c'était une demande des étudiants de faire surgir ce thème. Il y avait notamment une proposition de projection de films autour de ces questions-là. Et voilà. Donc, c'est important aussi pour nous en discutant avec David, j'ai cru comprendre que les élèves journalistes aussi s'étaient beaucoup approprié cette question dans leur proposition. Donc voilà, là, il y a un effet intéressant. Jeudi, donc, nous aurons à nouveau l'ouverture avec une table ronde autour de l'histoire des jardins, suivie d'un entretien avec Guillaume Blanc, spécialiste de l'environnement et historien de l'Afrique, autour de son dernier ouvrage qui s'appelle « Le colonialisme vert ». L'après-midi, comme le disait Valérie tout à l'heure, nous avons l'honneur de laisser ce qu'on appelle une carte blanche, de manière un peu pompeuse, mais au département des arts, donc le département de l'ENS, qui a accepté de s'associer à nous en organisant sa table ronde autour de l'histoire des forêts dans l'art, de la présence des forêts dans l'art. Mais je les laisserai présenter l'organisation de cette table ronde jeudi. Et la semaine se terminera par une demi-journée vendredi, donc vendredi matin, vous êtes libre, vendredi après-midi, où nous entendrons d'abord un entretien croisé entre Bernadette Bensoud-Vincent, qui est philosophe et historienne des sciences, et le journaliste du Monde Hervé Morin, autour des questions qu'ils connaissent bien tous les deux, du biomimétisme et des biotechnologies. Voilà, donc cette table ronde intitulée « La nature réinventée », suivie d'une dernière table ronde autour des questions de nature urbaine, interrogeant le bien fondé de l'opposition entre ville et nature, et interrogeant aussi, avec l'idée de montrer l'intérêt, de réhistoriciser la place des villes dans la promotion d'une nouvelle conceptualisation de la nature. Puis, nous conclurons toutes ces réflexions en écoutant notre collègue Chris Boller, qui, alors que les historiens de l'ENS ne connaissent pas forcément, mais qui est directeur du laboratoire de génomique des plantes du département de biologie de l'ENS et par ailleurs titulaire d'une chaire annuelle sur la biodiversité au Collège de France. Et donc, il reviendra sur ces questions de biodiversité au cours de cette conférence conclusive. Voilà, pour vous donner rapidement un avant-goût de ces journées. Il me reste juste à remercier à nouveau tous les collègues qui ont accepté de participer, les étudiants qui se sont investis dans l'organisation et évidemment tous les collègues du département d'histoire qui sont présents aujourd'hui. Et de dire peut-être qu'il y a possibilité encore de s'inscrire en présentiel dans les journées à venir, puisque l'effet de jauge fait que certains se limitent. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent venir, il suffit qu'ils envoient un mail à l'adresse indiquée. Voilà, merci beaucoup.